compris, le bureau 12 était hanté. Au début, ce ne furent que de petits incidents isolés, des bruits étranges, des objets déplacés, mais l'imagination fertile des employés transforma rapidement la situation en une véritable psychose collective, exacerbée par Jean Pascal et les manipulations d'Étienne. Tout commença par une série de plaintes du service commercial voisin du bureau 12, un petit espace habituellement vacant, servant de débarras pour d'anciens dossiers et de vieilles photocopieuses. Nadine, la secrétaire, fut la première à se plaindre. Mon Ricard au frigo il disparaît. Et parfois, mes agrafes changent de couleur. Jean Pascal, le plus superstitieux de la bande malgré son air de « dur », monta au créneau. Un fantôme. C'est forcément ça. Un ancien comptable qui hante les lieux parce qu'on lui a piqué sa retraite. Ou un commercial qui n'a pas atteint ses objectifs. Il se signait discrètement. J'ai vu un film sur les ectoplasmes financiers. C'est sérieux, ces trucs-là. Étienne, lui, y voyait une opportunité. Il se positionna comme le spécialiste du paranormal rationnel. Il installa des caméras, des détecteurs de mouvement, qu'il avait bricolés avec des gadgets du casque, et des pièges à gomme arabique pour capturer les traces du phénomène. Il s'affairait, un air grave mais satisfait sur le visage. On doit rationaliser l'irrationnel, mes amis. Un fantôme, c'est une force qu'on peut utiliser. Romain, encore marqué par les séquelles du combat et du séminaire, restait sceptique. C'est sûrement une de tes blagues, Jean Pascal. Ou un stagiaire qui s'ennuie. Clarisse, la jeune éditrice, qui n'avait jamais été aussi à l'aise qu'en pleine tourmente, enquêtait discrètement. Elle interrogeait les témoins, vérifiait les dires, son petit carnet toujours à la main. Elle notait le niveau de panique, le profil psychologique de chacun. Pour elle, c'était un nouveau sujet, une occasion de comprendre les dynamiques de l'entreprise. Le phénomène s'intensifia. Des voix chuchotaient dans le bureau 12 après l'extinction des lumières. Des objets flottaient, ou semblaient flotter, à travers les étagères. Un jour, la machine à café se mit à distribuer du lait concentré pur, à la place de café, avec un petit message manuscrit collé dessus, pour la santé des bébés fantômes. La compagnie des meubles modernes de Saint-Placide était plongée dans une ambiance d'épouvante et de fou rire nerveux. Monsieur Brunel et Monsieur Dumont, la direction, reçurent une pétition signée par une majorité d'employés, demandant l'exorcisme du bureau 12, ou à défaut, une indemnité de risque spirituel. Monsieur Dumont, dont la froideur était sa seule défense, fut particulièrement agacé. Un exorcisme. Mais nous sommes en 2024, messieurs. Il s'agit d'une affaire de surmenage et d'imagination fertile. C'est là que Jean Pascal révéla son grand coup de génie, ou sa dernière gaffe en date. Il organisa une séance de spiritisme improvisée dans le bureau 12, avec une vieille planche Ouija qu'il avait trouvée dans les archives. Il y convia tous les volontaires, ainsi qu'Étienne et Nadine, curieux malgré eux. L'esprit du bureau 12. Manifeste-toi, déclama Jean Pascal, une main sur la planche, les yeux clos, des larmes, de rire ou de peur, personne ne le savait, coulant sur ses joues. La planchette bougea lentement, indiquant des lettres. PRIMES. Nadine s'écria. Les primes. Le fantôme veut les primes. C'est l'ancien DRH. Il a été tellement lésé qu'il revient nous hanter. Puis, la planchette épella, DEBOURSCSPARGASTON. Les employés frissonnaient. C'était Gaston Lemaître. Jean Pascal, transporté par sa propre mise en scène, explosa. Il a tout avoué. C'est son karma. Les esprits des morts parlent, ils réclament justice. C'est alors que Clarisse, surgissant de l'ombre avec son air toujours aussi imperturbable, coupa le magnétophone qu'elle tenait. Des voix, distinctement reconnaissables comme celles de Nadine et de Jean Pascal, mais enregistrées et passées à l'envers, sortirent de l'appareil. La petite stagiaire avait manipulé la situation de main de maître, semant la discorde pour mieux observer la réaction des masses. Vous voyez, dit Clarisse, un petit sourire en coin. Le fantôme du bureau 12, c'est surtout la psychologie du groupe, Monsieur Duval. Et votre capacité à y croire. Jean Pascal,
la bouche ouverte, était sans voix. Le mystère du bureau 12 était résolu, mais il avait laissé des traces indélébiles dans l'esprit collectif. Le rire général retentit, tandis que les managers, furieux, débriefaient une fois de plus Clarisse pour son « approche peu conventionnelle ». Chapitre 37, la chasse au trésor corporate et l'or de Saint-Placide. Malgré les crises, la compagnie des meubles modernes de Saint-Placide était une machine à rebondissement. Et si les fantômes n'existaient pas, les trésors, eux, étaient parfois bien réels, du moins dans l'imagination fertile de Jean-Pascal Duval. Un vieux dossier, exhumé par Colette lors d'une séance d'archivage exceptionnelle, déclencha une véritable chasse au trésor au sein de l'entreprise. C'était un après-midi gris, Jean-Pascal tentait désespérément de se faire offrir un café par Romain, fraîchement démoulé de la machine à café, lorsqu'il vit Colette, l'archiviste, sortir du bureau 12, désormais vidé de ses ectoplasmes et nettoyé de toute gomme arabique. Elle tenait un vieux registre jauni, ses lunettes au bout du nez. « Mais c'est quoi ce truc, Colette ?» Encore un vieil article de journal sur les maillots de bain de Gaston, lança Jean-Pascal, s'approchant. Colette, un air d'étrange excitation sur le visage, répondit. « Non, Jean-Pascal. Ceci est un inventaire. Un très vieil inventaire de la fondation de l'entreprise. Il parle d'un coffre secret des fondateurs, un dépôt oublié, il y a des symboles, des gravures. » Elle brandit le registre. L'imagination de Jean-Pascal s'enflamma instantanément. Un trésor. L'or de Saint-Placide. Le butin caché. Je le savais. Ces vieux loups de mer ne sont jamais partis les mains vides. C'est mon destin. Mon héritage. Il se frottait déjà les mains, l'or scintillant dans ses yeux. On va les faire chier les actionnaires avec ce pactole. Étienne, qui avait bien sûr entendu, s'approcha, l'air détaché. Un trésor ? Mais c'est une vieille légende urbaine, Jean-Pascal. Un truc pour amuser les gamins des écoles lors des journées portes ouvertes. Jean-Pascal le fusilla du regard. Une légende ? Mais on parle d'or, Étienne. De lingots, de pièces sonnantes et trébuchantes. Ce n'est pas du pipeau pour faire la grève des patins à glace. Nadine, intriguée, s'approcha aussi. L'or ? Imagine la collection de talons aiguilles que je pourrais m'offrir avec ça. Rapidement, l'idée de la chasse au trésor s'empara de tous les employés, divisant l'entreprise en équipes improvisées. Jean-Pascal s'autoproclama chef de l'équipe des baroudeurs de la fortune, entraînant avec lui Romain, qui espérait encore un jour voir son million d'euros initialement gagné, et Colette, la détentrice de l'indice principal. Étienne, plus sournois, forma les stratèges du mystère, avec Léa et Fabrice, misant sur l'intelligence plutôt que la force brute et bruyante. Les indices du registre, rédigés dans un style obscur et poétique, menaient les équipes à travers les méandres du bâtiment, là où le soleil de midi ne fait que rêver, sous le trône de l'autorité éteinte, où les murmures du passé s'épanouissent sur papier. Cela menait à des endroits aussi loufoques que le placard à balai, le sous-sol poussiéreux, le bureau vide de l'ancien DRH Gaston Lemaître, ou les archives remplies de documents oubliés. Jean-Pascal, équipé d'une lampe frontale, pour les endroits éclairés, et d'un détecteur de métaux de jardin, qui sonnait sur toutes les vis et tous les boulons, transformait chaque étape en un numéro burlesque. Dans le sous-sol, il manqua de tomber dans une cuve d'eau usée, convaincu d'y voir l'entrée d'une crypte secrète. La malédiction du pharaon de Saint-Placide, s'écria-t-il, se débattant dans la poussière. Pendant ce temps, l'équipe d'Étienne, armée de logique et de plans du bâtiment, progressait avec une méthode plus cartésienne, déchiffrant les énigmes avec une patience de moine. Léa, malgré elle, se laissait prendre au jeu, son esprit vif démêlant les plus complexes rébus. Romain, lui, passait son temps à chercher sa pièce pour la machine à café, un souvenir cuisant de son million d'euros. Le dénouement eut lieu dans le bureau du PDG, M. Brunel. Le dernier indice parlait du « cœur de la puissance », là où le destin de tous est scellé. Les deux équipes arrivèrent presque simultanément, les visages salis, les vêtements déchirés. Jean-Pascal, à bout de souffle, pointa du doigt un vieux coffre-fort mural dissimulé derrière un tableau représentant M. Brunel dans sa jeunesse. « Le voilà.
Lors des Rothschild de grands complets. Étienne,